Allez, on est bien ici, on est à Hong Kong avec Clément et Henri. Oui, merci. Et voilà, on est à un événement. C'est bien ça, j'ai bien dit Clément? Oui, t'as dit ça. Ah ouais, c'est mon ami King qui me charrie là-bas. Allez, santé. Santé. Alors qu'est-ce qu'on est en train de boire là? Eh ben, c'est un Saint-Émilion. Je suis vigneron, je suis venu présenter mes vins ici à Hong Kong. On a repris une propriété, pour faire la petite histoire, en 2016, on a repris une propriété à Saint-Émilion. Je suis de Saint-Émilion à la base et on a voulu se lancer dans l'aventure de reprendre une propriété en famille et de faire 3 vins rouges et un vin rosé. Voilà. Et donc là, on goûte notre premier vin, le Château La Roseraie, en 2017. Voilà, donc c'est notre vin très fruité, très facile à boire. Et on a 2 autres vins rouges, donc 2 grands crus. On a voulu se lancer dans cette expérience-là parce que c'est quand même un produit phare, c'est un produit où on partage. C'est ça qui est beau, on parlait tout à l'heure de partager avec des amis des bonnes bouteilles. C'est ça qui est beau avec ce produit, c'est qu'on part de rien, on part du sol, de la terre, on fait grandir des vignes, des fruits pour faire du vin. Merci. Et quelques années après, on partage voilà, une bonne bouteille entre amis. À table ou dans un bel endroit comme ça, au Think Wine à Hong Kong. Voilà, Think Wine à Hong Kong. Et donc c'est un bon vin pour l'apéro entre amis, pour un barbecue. Alors celui-là, oui, en effet, c'est un vin qui est léger, fruité. On est sur 90% de Merlot, 10% de Cabernet Franc. En effet, c'est un vin léger, fruité, parfait pour l'apéro, une planche de fromage. Surtout l'été quand il fait chaud, c'est parfait. C'est léger. C'est léger, ça se boit facilement, voilà. C'est pas un vin lourd, donc ça, même si on fait une viande chaude au barbecue, c'est très frais, c'est facile à boire. C'est très sur le fruit rouge, voilà. La cerise rouge bien fraîche, c'est facile à boire. Voilà. Et à part le vin, je sais que tu as aussi une expérience qui est extrêmement riche. Raconte-nous un petit peu ton expérience. Oui, avant de faire du vin, bon, je viens de Saint-Émilion à la base, mais avant de faire du vin, j'ai eu une autre vie avant d'être winemaker. À 18 ans, j'ai voulu partir de Saint-Émilion pour un petit peu m'ouvrir tous les horizons et j'ai travaillé dans un groupe, j'ai voyagé comme ça, j'ai fait plusieurs pays. Quels sont les pays? Tu peux nous raconter le Vietnam, donc c'est aussi pour ça, c'est sympa de revenir ici, c'est que j'ai pu, il y a 20 ans, alors, le Vietnam, j'ai pu visiter aussi Hong Kong il y a 20 ans, et il y a un changement incroyable, ça n'a rien à voir, en 20 ans ça n'a rien à voir, il y a eu une évolution folle, à tout niveau. Architectural, business, culture, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc j'ai fait en effet un passage en Asie. Je suis allé aussi en Italie, en Belgique et à la fin j'étais au Mexique. Voilà. Tu as vécu dans ces pays chaque fois? Oui, vécu. Je n'ai pas un voyage d'une semaine, j'ai vécu. Non, j'ai vécu. Est-ce que cette expérience, est-ce que ça se traduit en quelque sorte dans les vins, dans le choix de ton vin ou pas On va dire que c'est la vision un peu plus moderne des vins de Bordeaux, par exemple. Voilà, j'ai voulu là un vin qui était fruité, léger, qui soit facile à marier en fait. C'est le côté un peu moderne justement de la vinification, c'est sûr. Le fait de venir d'un autre secteur m'a fait venir avec un œil extérieur aussi. Donc j'ai voulu apporter de nouvelles choses. Voilà. Donc une vision un peu plus moderne que les vins d'avant qu'on faisait à Bordeaux. Voilà. Donc ça donne quoi pour la commande immortelle je bois beaucoup de vin, mais j'ai pas... Juste pour se boire la gueule. Non, c'est pour s'amuser entre amis, entre familles. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais donc du coup, cette modernité, comment ça se traduit Des vins qui sont plus équilibrés, plus soyeux, plus faciles à boire très rapidement. Des vins aussi de garde, mais qui sont plus abordables. C'est plus les vins qui sont archi-boisés concrètement, où il fallait attendre 15-20 ans pour pouvoir les apprécier. C'est pas les vins qu'il fallait acheter, mettre dans la cave pendant 15 ans et commencer à ouvrir la bouteille après 15 ans. Voilà. Alors déjà, en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement ici? Tu te passages à Hong Kong et tu présentes tes produits. Là, vite fait, je parlais un peu de mes expériences passées. Donc on a repris en 2016 la propriété. La première étape, ça a été de rénover la propriété, refaire notre gamme de vins, faire les vins qui nous ressemblent, donc des vins un peu plus modernes en effet. Et la deuxième étape, c'est de développer la partie export.
Pourquoi il fallait refaire la propriété? Elle n'était pas opérationnelle? Il était old school. Et il fallait la remettre aux normes, la moderniser. Et c'est comme tout, hein, si tu as plein d'outils modernes de production, je vais dire ça comme ça, eh bien, tu feras un produit de meilleure qualité, voilà, à tout niveau. Donc, la première étape, c'était le développement commercial en France. Donc là, on a développé les ventes en CHR, évidemment, en salon, en expo, les traiteurs et les ventes directes à la propriété. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est de commencer la partie export. Et c'est pour ça, notamment, que je suis là. C'est quelques jours à Hong Kong. Après, vendredi, on part pour Ho Chi Minh, Vietnam. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Tu fais une tournée quand même en Asie? Voilà, 3 pays. On fait 3 pays en 2 semaines. Hong Kong, Ho Chi Minh Et Singapour. et Singapour. Toi, tu repars au Ho Chi Minh aussi ou à Saigon? Là, je repars à... À Ho Chi Minh ou à Saigon? Oui, à Ho Chi Minh, oui, exactement. Vous allez vous revoir à Ho Chi Minh? Ah ben on va se revoir à Ho Chi Minh, c'est beau, Lundi, c'est beau ça. je vais à Bangkok. Tu peux le présenter à tes copains qui ont les bars? Oui, Voilà, on va voir. c'est bon. S'ils écoulent une palette de pain par week-end, apparemment. Peut-être pas, mais... Voilà, donc on fait une tournée en effet parce qu'on s'est focalisé sur ces 3 pays d'abord, parce qu'on pensait que c'était les plus intéressants. Alors Hong Kong et Singapour qui sont les marchés les plus matures, Logique, ouais. logiques, pour les vins rouges de Bordeaux. Et le Vietnam par affection personnelle? Déjà, sincèrement oui, parce que comme j'ai vécu plusieurs mois il y a 20 ans de ça, je voulais quand même retourner au Vietnam pour voir l'évolution. Tu fais quoi dimanche? Est-ce que tu as déjà un plan ou pas de comme ça, une soirée comme ça? Dimanche, il faut voir avec King, il a le planning. Ouais, faut voir avec King. On a 2-3 trucs, mais dimanche, on est plutôt libre. D'accord, parce que si tu es intéressé, et si vous n'avez rien à faire, je peux organiser ça pour vous. Avec plaisir. Ça veut dire qu'un truc comme ça dans un bar qui est Ouais. bien. Ouais, carrément. Parfait. C'est facile de rencontrer du monde en Tu Asie. vois. Merci David. Carrément. Je vais demander à mon père. De toute façon, je vais vous donner ma carte de visite dans tous les cas. Hein. Mais sérieusement, pour répondre à ta question, oui, je voulais revenir au Vietnam en effet, il y avait un côté sentimental, affection, parce que j'y ai passé plusieurs mois. Ouais. Merci. Et il y avait, merci. Tu la passes après dans mon sac. Et il y avait ce côté de voir comment le pays avait évolué, revoir les endroits où je passais, où j'allais manger, tout ça. C'est important. Et après, je pense, là c'est plus rationnel, moins sentimental. Rationnel, c'est que je pense que c'est un pays qui monte pour le vin rouge. C'est-à-dire qu'il commence à avoir une education sur le vin rouge au Vietnam. Je pense que c'est montant. Je pense, hein, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu penses que peut-être la curiosité, l'éducation des Vietnamiens, ça vient aussi du fait que c'était français autrefois? Donc est-ce qu'il y a une curiosité envers le F&B français, le vin français, ou ça n'a rien à voir? Il y a un petit attachement, c'est sûr, à la culture française. Tout ce qui est français, oui. Ouais. La chance qu'on a, c'est qu'on a cette tradition-là en France, ou même dans d'autres pays, on a il y a une belle image du F&B à travers le monde. Les Vietnamiens sont très francophiles. Oui. Ils ont le banh mi, ils ont plein de choses. Même le pho, ils viennent le feu, ouais. la présence française. Exactement, Ouais, la baguette. Ah, tu savais pas? savais c'est pas, pas non. ça. T'es sérieux, non? Ouais, mais moi, je l'ai appris, c'est un Français qui m'a dit ça en plus. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je l'ai appris il y a 1 ou 2 ans. Parce qu'en fait, quand les militaires français étaient au Vietnam, ils voulaient du pot-au-feu, ils voulaient quelque chose de français. Et en fait, ils n'avaient pas tous les ingrédients, mais ils avaient essayé de faire quelque chose qui ressemble au pot-au-feu. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né le pho. Avant les Français au Vietnam, ça n'existait pas le pho. C'est pas un plat vietnamien en fait. Il y a 200 ans, ça n'existait pas. La baguette. Ouais. Non, la baguette, oui. Voilà. Ça, Ouais, mais après la baguette, c'est évident. Il y a le banh mi au évident. Vietnam. Donc en fait, Mais on le sait fond, que la baguette a été Il faut que importante. je vérifie, je ne suis pas sûr. Mais vers vite, tu verras. Pardon, Mais tu vois, en fait, il y a plein de gens qui pot-au-feu. croient que le pho, ça existe depuis des millénaires. Ouais. Mais le pho, ça n'existait pas avant les Français au Vietnam. Non, mais c'est vrai, je sais que le feu, c'est sur Le pot-au-feu. le pot-au-feu, ça c'est vrai. Mais je ne savais pas que. Mais je pensais que c'était un plat qui existait déjà, mais qui a été adapté, quoi. Mais, Non. ok. Voilà, donc on apprend tous les jours. Voilà. Et c'est clair. même les Vietnamiens eux-mêmes, Donc, ça vient, ouais, ça, d'origine c'est- vietnamienne. Non, les caractères, ça vient de. Oui, ça, de la Chine. Ça aussi. Non, les caractères, maintenant c'est alphabétique. Ah oui, l'écriture, ouais. L'écriture, oui, tout à fait. L'écriture, c'est. Oui, il y a plein de choses qui viennent de la France en Vietnam. Voilà. Donc, y compris donc le vin de plus en Donc plus. voilà le vin. Donc voilà, dans quelques jours on sera. Allez, santé, Santé. Je vais envoyer à mon vive la France et le Vietnam. tout de suite pour être sûr qu'il n'y a rien. Et donc oui, vendredi on va à Ho Chi Minh, on passe quelques jours et après on va à Singapour.
Donc lundi, mardi, mercredi? Donc lundi on voyage, donc mardi, mercredi, jeudi on sera à Singapour. Et après retour à Saint-Émilion. Retour à Saint-Émilion. D'accord. Pendant 2 semaines j'aurais été en voyage, voilà. Donc, oui, on est une petite propriété familiale, donc on est une équipe réduite. Ça veut dire quoi petite et combien d'équipes? On est 4 à travailler en permanence, mais après on a des recrutements de saisonniers pendant les événements un peu plus forts, comme par exemple les vendanges. Là on recrute 40, 50 personnes d'un coup. Voilà. L'équipe oscille en fait durant l'année. Ils viennent d'où ceux qui font les vendages? C'est Du secteur. Saint-Émilion, du secteur. Du secteur. Tout tourne autour de la production de raisin et du vin, de toute façon, donc, à Saint-Émilion. Donc ouais, il y a beaucoup de petites entreprises d'intérim qui sont spécialisées dans le vignoble. Okay. Alors, Château Clos des Abbesses, j'ai bien prononcé? Oui. Abbesses. C'est quoi quelles sont ses spécificités, quelles sont ses différences par rapport aux autres châteaux? Il y a combien de châteaux à Saint-Émilion? Il y a plus de 900 châteaux. 900, donc toi tu es un de ces 900 châteaux? Je suis un de ces 900 châteaux. Après, il y a la taille moyenne d'un château à Saint-Émilion, c'est 8 hectares à peu près. Nous, on a 16 hectares. Alors, ah, mais c'est grand alors? C'est moyenne grande, oui. Il y a plus grand, évidemment, hein, mais il y a beaucoup plus petit aussi. Il y a des propriétés qui font encore que 3 ou 4 hectares. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la spécificité. Traditionnellement, c'est que des petites propriétés qui étaient tenues par un groupe, une famille, sur 3 hectares. Maintenant, ça commence à se concentrer, à grossir un petit peu, comme nous, 16 hectares par exemple. Et de plus en plus, il y a des groupes qui rachètent maintenant les propriétés, des banques, des assurances, qui rachètent les propriétés et les font grossir comme ça. Donc il y a 2 visages, il y a ceux qui sont encore très familiaux et des vignobles qui deviennent des vraies entreprises structurées comme des groupes. Voilà, donc ça se fait. Donc nous on reste sur ce côté-là, très sur la partie artisanale, vigneron, réellement vigneron, et moins dans la partie gros vignoble, je dirais, avec de grosses productions de vin. D'accord, très bien. Et donc c'est nouveau que vous développez à l'international, tu as déjà des clients Ici on n'a pas du tout de clients pour le moment, et l'objectif c'est évidemment prendre contact, commencer à faire goûter les vins, avoir les feedbacks des clients, des end-users aussi, pas simplement des distributeurs, des importateurs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la première approche. D'accord. Bon, bien, on souhaite bonne chance pour ce développement et que ça se passe bien. Donc là, tu fais quoi aujourd'hui? Tu expliques à chaque table. Alors, on vient de finir une masterclass où j'ai présenté les vins de Bordeaux de manière générale, la région bordelaise, les vins de Saint-Émilion de manière générale, et après ma propriété. Et on a fini par un tasting de mes 4 vins, un vin rosé et 3 vins rouges. On a fini par ce tasting-là, et qui était un tasting aussi pédagogique pour expliquer la différence entre déjà un vin rosé et un vin rouge, et après dans les vins rouges, la différence entre un Saint-Émilion, je dirais standard, générique, et après des Saint-Émilion Grand Cru. Donc on a fait. Alors c'est quoi la différence? Alors là, le tasting comme ça, sans les vins, mais la première différence, c'est évidemment, là on est sur un vin, comme je l'ai dit, assez simple. Le Saint-Émilion Grand Cru, il va y avoir plusieurs différences, mais je vais me focaliser sur 2 différences. Il y a le rendement qu'on va demander à nos vignes pour produire le Saint-Émilion Grand Cru. Le rendement va être plus faible, c'est-à-dire qu'on va demander à nos vignes de produire peu de raisin, mais du meilleur raisin. Concrètement, c'est qu'on va à la taille, en début d'année, la taille de la vigne, on va tailler nos vignes plus courtes pour qu'elles produisent moins de raisin. Donc la vigne va se concentrer sur peu de grammes de raisin, et donc elle va concentrer les arômes, les saveurs, la couleur, etc. dans chaque grappe. Donc tu vas obtenir un vin qui va être beaucoup plus concentré, plus riche, plus complexe. La deuxième grosse différence, ça va être le vieillissement. Là, il y a un vieillissement qui est obligatoire en fût de chêne, au moins 12 mois. Donc ça, c'est les 2 grosses différences. Donc ces 2 grosses différences vont faire que le vin va présenter une palette aromatique beaucoup plus large sur le Saint-Émilion Grand Cru. Des vins qui vont être beaucoup plus complexes, du coup, avec plus d'arômes, mais aussi plus de longueur en bouche, plus de persistance, plus de volume en bouche. Voilà. Okay. Donc ça, c'est les grosses différences. Okay. Mais le meilleur moyen, c'est vraiment de faire le tasting en direct live, de goûter les vins pour voir vraiment la différence. Alors, objectif maintenant en Asie, c'est tu cherches des partenaires, tu cherches quoi, des bars et des restaurants, tu cherches des distributeurs? Alors, je cherche importateurs, distributeurs, c'est le principal.
pour avoir la force relais pour pouvoir vraiment développer en on-trade et off-trade. C'est-à-dire en effet, après des bars, hôtels, restaurants. Voilà. Donc là maintenant, ceux qui regardent la vidéo, importateurs, distributeurs, peu importe où ils sont en Asie, dans le monde, ils te contactent. Voilà, et tu et vas après, montrer la vous carte de voyez- visite en plus, Voilà. Clément Fanara, du Clos des Abbesses. Voilà. Voilà, exactement. D'accord. Et en effet, je ne demande que ça. Et je suis vigneron et je serai amené, si on développe évidemment des choses, à revenir évidemment pour aider, soutenir le développement de la marque. Est-ce que tous les châteaux dans cet émilion travaillent avec l'étranger ou est-ce que tu peux te contenter du marché français? C'est-à-dire que tu as que des clients en France? C'est possible ça? Comment ça se Alors, ça dépend de la taille de la propriété. Si tu as une production, moi j'ai une production de 60 à 70 000 bouteilles à l'année. Aujourd'hui, je n'exporte que 10%. Voilà. Et tu veux augmenter ce pourcentage? Je veux augmenter ce pourcentage pour pouvoir plus équilibrer le camembert concrètement. D'accord. Voilà. Si tu as une Diversifier petite les propriété, voilà. Et si tu as une petite propriété qui fait que 3 hectares et qui produit 10 à 20 000 bouteilles par an, tu peux te contenter que du marché français. Ouais, si tu as déjà tes clients réguliers, tu ne veux pas forcément grossir, ça suffit. Exactement. D'accord. Et dans ton cas, c'est bien de chercher des clients, des revenus de l'international. Oui, tout à fait. C'est très bien. Tout à fait. Je trouve que c'est intéressant aussi de travailler à l'international pour ne pas se rester enclavé, je pense, qu'avec la clientèle française aussi. Voilà. Chaque culture va avoir des goûts différents, va préférer un vin, des choses comme ça. Et pour moi, c'est important d'avoir comme ça des feedbacks de toutes les régions comme ça. Sachant que même à l'étranger, tu as de la clientèle française. Parce Sachant que que tu as finalement, des expatriés, là, tu es en Asie et tu peux avoir beaucoup de clients, des bars, des restos, des distributeurs qui sont français et des consommateurs finaux qui sont français. Exactement. De Et on plus parle en plus. français à Hong Kong, là, Voilà, actuellement. donc, exactement. Voilà, donc moi, je parle un petit peu de mon engagement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une diaspora française qui se crée un peu de Tout à le monde. fait. Donc, en fait, c'est toujours intéressant de pouvoir retrouver à l'étranger les produits qu'on a en France. Ouais. Enfin, moi, je préfère boire ça qu'un vin chilien, australien, etc. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. Non, et en plus, ton histoire, elle correspond bien à ça, en fait, parce que tu as cette expérience-là que la plupart des vignerons n'ont pas. Non, c'est pour ça que je disais, L'histoire ouais, en vraiment effet, internationale. vision moderne, c'est que je disais ça, en effet. Ouais. Et venir me déplacer à l'étranger, justement, c'est ça qui était intéressant aussi. On va te faire une photo. Voilà. Ouais. Alors, j'ai une petite question personnelle. J'ai vu dans ta présentation, parce que tu l'as mis dans la présentation, que tu as eu envie de rentrer chez toi parce que tu venais d'avoir un enfant, c'est ça? Mon premier enfant, oui. Voilà, donc il s'est passé quoi? Tu as été expatrié, tu as vécu à l'international et après tu as senti le besoin de rentrer au pays et de Oui, retrouver tout à 7 fait. millions? Je travaillais dans un groupe, je travaillais beaucoup, mais je travaillais pour un groupe et je travaillais 7 jours sur 7 pendant les vacances. C'est quoi ton groupe si c'est pas discret? Tu vois l'industrie ou... Voilà, l'industrie, je vais rester discret, mais voilà, c'était français et j'ai travaillé beaucoup, mais c'était très intéressant parce que j'ai grandi très vite et j'ai pu voyager grâce à ce groupe. Et c'était très intéressant, mais quand je suis devenu papa, les premiers mois, je ne voyais pas mon enfant. Et pendant les 10 premiers mois, j'ai vraiment pas vu mon enfant. Je partais tôt le matin, il dormait, je rentrais tard le soir, il dormait. Il y a beaucoup d'expats qui connaissent ça. Je me suis posé des questions et à un moment, avec mon épouse, on s'est posé des questions de est-ce que c'était ça qu'on voulait dans la vie? Ton épouse est française? Oui. On s'est expatriés ensemble et on a voulu se poser des questions et on s'est dit non, on va rééquilibrer un petit peu la partie pro et la partie perso. Et on a décidé de deux choses, de rééquilibrer déjà et de travailler pour nous. Donc deux gros changements. Donc on a décidé de revenir à Saint-Émilion et de créer notre projet familial et de travailler ensemble. Donc gros pari, gros challenge, travailler en famille et dans le monde du vin. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc vraiment le déclencheur, ça a été mon fils, la prise de conscience que j'avais envie d'éduquer mon fils, de lui donner de certaines valeurs, de passer du temps avec lui aussi. Et c'est pour ça qu'on a créé ce projet familial aussi. Ouais. Et je suppose aussi le besoin familial de transmission, parce qu'il fallait que tu oui. reprennes. Que tu reprennes. Si tu reprenais pas, ça disparaissait, je suppose, ou en tout cas ça s'était revendu. Alors non, on l'a acheté nous en 2016 la propriété. Ah non, je pensais que c'était quelque chose de familial. Non, on est revenu, on a construit, on a repris une propriété en 2016. Ah oui, vous avez repris, vous avez... Voilà, mais tu as raison dans la partie transmission. Dans les vignes, tu travailles à vrai long terme, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc on fait ce projet pour de la transmission à long terme, ça c'est sûr. En plus, tu le fais avec ton père. Je le fais avec mon père. En gros, mon père et moi-même, actuellement, on travaille
vraiment pour la génération Lui, il est là-bas, il est à Saint-Émilion. Oui, oui, voilà. oui. Et lui, il est dans ce domaine aussi? Non, non, lui aussi, il a changé complètement. Ah, donc c'est lui, donc Lui aussi. père et fils, vous êtes reconvertis dans le Voilà, vin. exactement. Et donc On ça a vous fait un passionne. pari. Ah, ça c'est super intéressant. Un Hein. gros pari, ouais. C'est-à-dire, avant, tu étais un jeune cadre dynamique qui travaille dans le bureau toute la Classique, journée, tu en as eu expatrié, marre et tu as voulu voilà. retrouver une qualité de vie. Et en plus de ça, je suppose, défendre des valeurs françaises, le vin, etc. Oui, c'est important. Oui, quoi. oui, surtout, oui. Surtout, vous pouvez imaginer, la dernière expérience, c'est que j'étais au Mexique. Donc, Mexico City, ville de 22 millions d'habitants. Retourner à Mexico, retourner à Saint-Émilion, 2000 habitants. Le choc. Le choc, gros changement, là aussi, gros changement. Alors c'était comment quand tu es revenu à Saint-Émilion ça avait l'air, tu étais un peu dépaysé, est-ce que c'était Non, ennuyeux, pas ennuyeux? je revenais au moins une fois par an quand même pour voir pendant les vacances estivales, je revenais. Donc j'ai vu un peu l'évolution de Saint-Émilion. Mais en effet, un des premiers chocs quand je suis revenu, c'est pas l'architecture, c'est pas la culture parce que oui, j'avais des tu la contacts. connais déjà. Ouais. Mais par contre, en effet, c'était ça ça. te manquait la j'étais, vie, le dynamisme. Voilà, les j'étais grandes dans un villes. environnement international, dans une ville saturée, polluée, qui était Mexico City, 22 millions d'habitants, je répète, hein, et arrivé à Saint-Émilion, donc campagne, tout vert. Donc ça fait du bien. Très Content de rentrer dans la campagne. Voilà. Changement radical. Qualité de vie, c'est Qualité de vie, ouais. Et surtout pour la famille, je suppose. Pour la famille. Le matin, quand j'étais à Mexico, je recevais 150 mails le matin pour le boulot. Alors tu as combien d'enfants? Et maintenant, j'ai 3 garçons. 3, waouh. 3 garçons. Tu as quel âge si je peux demander? 43 ans. Ils ont quel âge les enfants? Mathéo a 9 ans, le premier, donc celui qui est né à Mexico, qui est mexicain du coup. Voilà. Ah oui, donc Il a la double nationalité. Il a la double nationalité. Ah ouais, mais parce qu'il a le droit du sol là-bas, c'est Ouais. ça? D'accord. Donc le premier, il est aussi mexicain. Le premier est mexicain, Alessio le deuxième à 6 ans et demi, et le troisième Angelo à 4 ans. Alors, donc les deux autres sont nés en France. Les deux autres sont nés à Bordeaux. Oui, tout à fait. D'accord. Il y aura un quatrième, un cinquième? Pour l'instant, on voit, il y a déjà d'autres bébés là dans les verres, il y a déjà d'autres bébés. Les Là, le bouteilles. bébé, c'est le château. Voilà, il faut bien l'éduquer lui aussi. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est un luxe qu'on a en France. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir 5-6 enfants. Là, c'est plus compliqué à Hong Kong. Mais j'imagine, en fait, en fait, je suis un petit peu jaloux. Je me dis, si je rentre en France, j'ai un château, j'ai 3 enfants, tout ça, je suis super content. Quoi. Là, tu me donnes envie, là. J'ai envie de. Si vous vendez un château en France. À Mexico City, je suis passé un peu de temps là-bas et je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais j'avais des collègues mexicains qui m'ont conduit. Et il y a certaines routes, une trace, même si c'était rouge. rouge. Oui, tout à fait. Ouais. Je me disais, mais c'est pourquoi? Il dit, mais là, on ne s'arrête pas. On Parce que on se fait kidnapper. On se fait kidnapper, se fait tirer dessus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Je pense qu'il y a du vrai. Hein. En plus, j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps. C'est sûr que ce sont des villes dangereuses. Après, c'est comme partout, il faut savoir où aller. Comme en France, hein, tu peux être dans des villes dangereuses. Si tu sais où aller et comment Si tu vas te dans protéger. des cités avec une montre un peu voyante dans les cités, tu ressors sans la montre. Hein. Voilà, quoi. C'est pareil. Mais à Mexico, oui, on avait des formations pour avoir un profil bas. C'est-à-dire, moi je sais qu'il fallait que je quitte la cravate, que j'enlève la veste. À chaque fois que je sortais du bureau, il fallait que je remonte les manches de la chemise, pas de montre. Les vitres, il fallait qu'elles soient Tu toujours t'es déjà levées. fait raqueter à Mexico City? Pas de problème. Non, pas de problème. Tu as bien pris les précautions. Oui, et puis en plus, comme j'étais jeune, j'étais cas dynamique, à la fin, ouais, j'étais directeur général d'une petite filiale, mais j'avais pas le profil. J'avais pas le profil. C'était plutôt des gens qui avaient 50 ans. À l'époque, j'en avais 35. C'est vrai que tu n'étais pas milliardaire. Voilà, j'enlevais la cravate, je passais pour un Mexicain, surtout comme ça, avec la barbe un peu poussée. Tu parles espagnol, non? Oui, je parle espagnol, donc il n'y avait pas de souci. Donc, tu parles quoi? Français, anglais, espagnol? Et italien. Italien aussi. Voilà. Super. Ouais. Très bien. D'autres questions? Bah, ce fut un plaisir. Super intéressant. Super intéressant. C'était sympa de parler avec vous. Je pense que ton expérience, si tu peux le blender avec le vin, ça va faire un super storytelling. Là, c'est un peu distinct. Mais moi, je veux venir te rendre visite à Saint-Émilion. Avec On va faire plaisir. une nouvelle vidéo là-bas dans le château, dans les vignes. Ah ben là, avec plaisir. C'est mon rêve. Cet été, en vacances en France. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Santé. Santé. Bonne dégustation surtout.